Bonjour, merci aux organisateurs de m'avoir rappelé en deuxième année, pas en deuxième semaine. J'ai la chance de passer, ce matin, on a fait beaucoup d'ALR, mais on a quitté les nerfs deux fois, par deux reprises, deux ou trois reprises, avec deux excellents orateurs. Et donc, sur le cœur et sur le poumon, vous avez bien compris que c'est quelque chose de fondamental en hémodynamique et dans le management des patients. Et donc, là, je vais refaire sur des choses beaucoup plus simples, sur des cas cliniques, essayant d'illustrer l'intérêt majeur qu'on peut avoir à faire de l'échographie transœsophagien au bloc opératoire et en réanimation, mais également transthoracique en salle de réveil et en réanimation à chaque fois que c'est possible. Alors l'idéal dans les cas cliniques, ce serait que vous participiez. Je sais bien que dans une salle grande comme ça, c'est un peu difficile. D'un autre côté, comme de toute façon on est dans le noir, si jamais vous disiez une bêtise, ce serait pas un problème puisqu'on n'irait pas vous reconnaître. Alors on va prendre le premier cas clinique. C'est un patient âgé, peu importe s'il est obèse, on verra que dans un certain nombre de cas, ça peut poser problème, notamment pour le transthoracique, qui va avoir une endoprothèse pour un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale, qui est hypertendu et dont le bilan préopératoire ne montrait qu'un peu d'hypertrophie ventriculaire gauche sur l'écho transthoracique en préopératoire. La procédure, c'est un geste qui avait eu lieu il y a un certain temps à l'hôpital Bichat, se passe sous anesthésie générale, sans problème à l'induction, rien pendant la première heure de procédure, tout se passe très bien, et puis dans un premier temps, une première dégradation, ayant répondu relativement bien à du remplissage vasculaire, et puis des vasoconstricteurs en bolus, amélioration, et puis de nouveau, le collègue anesthésiste est fait face à une dégradation cette fois-ci plus marquée, donc re-remplissage, et puis un peu d'adré en bolus, et puis adré en IVSE. Et puis, bon, bien sûr, il communique avec le chirurgien qui fait un contrôle pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite sur la orthographie, qu'il n'y avait pas une catastrophe intra-abdominale. Et comme il n'y avait rien sur la orthographie, le collègue qui était habitué à faire de l'OTO prend la sonde et met la sonde d'échographie. Et vous voyez ici une coupe transgastrique transverse, donc avec qu'est-ce que vous... S'il y en a qui veulent se mouiller très rapidement, sans perdre de temps, parce que je sais qu'on est en préprandial immédiat et un petit peu en retard, ce qu'on peut dire, c'est que il avait sûrement raison de le remplir. La cavité ventriculaire gauche est toute petite. J'ai pas de pointeur, mais on voit très bien au centre, et c'est une coupe à laquelle vous êtes habitué. Il y a une hypertrophie ventriculaire gauche très importante, donc on doit avoir du mal à le remplir. Et le troisième élément, c'est qu'il y a une lame d'épanchement péricardique circonférentielle, qui n'existait pas sur l'écho préopératoire, dont il est difficile de savoir si elle est en rapport avec la dégradation hémodynamique, parce que là, on n'a pas l'impression que ce soit très abondant. En échographie, il faut jamais se presser, et il faut faire le tour vraiment du propriétaire. Et on va voir que finalement, cet épanchement qui paraissait pas très important sur la première coupe, eh bien, si on pousse un petit peu la sonde, on voit que aussi à droite, en haut, en coupe 0 degré, il y a un épanchement très important et qu'on retrouve, bien entendu, en longitudinal en bas. Et donc, clairement, ce patient avait un épanchement liquidien, circonférentiel, très abondant. Je montre pas les autres coupes, mais clairement, il y avait une tamponnade. Donc, c'était responsable de la dégradation hémodynamique. C'était très certainement acquis compte tenu du contexte. On avait discuté avec le chirurgien. Alors, acquis, qu'est-ce que ça pouvait être? Parce que certes, il y avait la tamponnade. En termes de prise en charge, est-ce que l'échographie pouvait apporter d'autres éléments? La réponse est oui. À chaque fois qu'on a une procédure où on monte des guides par voie rétrograde chez un patient, a fortiori qui a un état artériel dégradé, il y a un risque de dégradation de l'aorte et de dissection de l'aorte. Et en transœsophagien, bien entendu, au moins sur l'aorte thoracique ascendante, on peut répondre à la question. Là, on a une coupe en 100 degrés. On a une coupe où on voit très bien la naissance de l'aorte, enfin l'aorte ascendante, et il n'y avait pas de flap. Donc, c'était pas un problème de dissection de l'aorte. Les chirurgiens ont continué, ont fini la procédure. Ils l'ont tenu tant bien que mal sur le plan hémodynamique. Et puis, finalement, ils sont allés, bien entendu, faire une fenêtre péricardique et plus, et ils ont retrouvé un cathéter qui avait une des lignes d'un des guides qui avait transpercé le ventricule gauche, et d'ailleurs c'était déjà décrit dans la littérature. Donc il faut savoir que c'est possible malheureusement d'avoir ce genre de gestes sur des gestes qui paraissaient a priori moins invasifs. Alors l'épanchement là, il était facile à diagnostiquer. On peut imaginer
prendre le malade et dans le même genre de procédure, avec des cathéters qui remontent donc en rétrograde et qui vont dans les cavités gauches, une dégradation hémodynamique, et puis faire l'échographie. Alors j'ai pas de pointeur, mais on voit très bien, on va regarder sur la première à gauche, la première coupe, on voit l'oreillette gauche, l'aorte, et puis à gauche du sigle qui est marqué oreillette gauche, on voit une petite sur la paroi latérale de l'oreillette gauche, on a quelque chose qui pourrait être un épanchement péricardique relativement localisé. À droite, ah ben super, merci. Sur la figure sur la diapo de droite, on voit ici, on retrouve sur une coupe un petit peu plus distale l'oreillette gauche, la mitrale, le VG, et puis on retrouve cette image ici claire qui est du liquide le long de l'oreillette gauche, qui n'apparaît pas très comprimé. Et donc la question, si on avait une dégradation hémodynamique, la question serait de savoir si cette image-là était susceptible d'expliquer la dégradation hémodynamique. Alors il faut toujours raisonner dans ces cas-là et faire un examen complet, bien entendu. Et la question c'était, est-ce que le guide aurait pu perforer l'oreillette gauche cette fois-ci? Et la question c'était, est-ce que pour perforer et pour avoir un hémopéricarde aigu, forcément, vous avez quelque chose de circonférentiel, ce qui n'était pas le cas là ici. Je vous passe les autres images, mais il n'y avait pas d'épanchement. Ça restait assez circonscrit. Et en dehors de la chirurgie cardiaque, vous avez un péricarde qui colle en post-opératoire. C'est assez rare d'avoir un hémopéricarde, un épanchement liquidien qui soit localisé. Donc, on va regarder un petit peu plus loin. Et on va, cette fois-ci, on a quitté la coupe 4 cavités œsophagienne, on arrive sur la partie postérieure du cœur, vous avez ici le ventricule gauche, on avait ici la mitrale, mais on est en arrière de la mitrale, on a les cavités droites ici, l'oreillette droite, la tricuspide, le VD, et puis on a ici, de nouveau, une image postérieure qui se jette dans l'oreillette droite. Qu'est-ce que c'est à votre avis ? Bon, je crois qu'on est en hypoglycémie, donc je vais avancer. Si c'était un hémopéricarde, si on met de la couleur, eh bien, il n'y aurait aucune raison que ça circule. On n'a pas de vélocité dans un hémopéricarde. Alors là, on met la couleur et on voit qu'on a quelque chose qui arrive dans l'oreillette droite avec des vélocités assez basses. Et en fait, pour ceux qui ont déjà fait pas mal de théo, on sait que c'est a priori la localisation du sinus coronaire. Donc, non seulement c'est pas circonférentiel, il y a des vélocités, donc c'est pas un hémopéricarde, c'est pas ça qui explique la tamponnade. Et si on se réfère à ce qu'on connaît dans les choses normales, tout à l'heure Laurent Delaunay nous a dit que c'est important, il y a des variations anatomiques de patient à patient. Un sinus coronaire normal, c'est à peu près 1 cm au maximum, 10-12 mm, et ça débouche effectivement ici, dans l'oreillette droite. Donc c'est bien la localisation du sinus coronaire. Enfin, on a franchement l'impression que là, cette fois-ci, il est très dilaté. Donc on se retrouve avec un patient qui a une dilatation énorme du sinus coronaire. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Avec quelque chose qui passait le long de l'oreillette gauche. Est-ce que c'est un hémopéricarde ? Là, on est sûr que maintenant, c'est pas ça. Donc, faut surtout pas aller le chercher à le ponctionner ni quoi que ce soit. Et en fait, la réponse, c'est que ce patient a, comme à peu près 0,5 à 0,8% des patients, une persistance de veine cave supérieure à gauche. En physiologie, pour la plupart des patients, on a une veine cave supérieure à droite. Eh bien, dans moins de 1% des cas, on a soit les deux veines caves ici, gauche et droite, soit la persistance uniquement d'une veine cave supérieure gauche. Et vous voyez que dans ces cas-là, ça va passer derrière l'oreillette gauche. Donc c'est l'image que je vous ai montrée, qu'il faut avoir à l'esprit parce que faut surtout pas se tromper. Et puis ça va s'aboucher dans le sinus coronaire qui, bien entendu, à ce moment-là, est complètement dilaté. Et ça doit être un signe, c'est souvent d'ailleurs le premier signe échographique qui permet de remonter le filet et de faire le diagnostic de veine cave supérieure gauche. Alors vous me direz, on s'en fiche un petit peu. Oui, on savait très bien avant l'échographie que quand on avait un cathé dans la jugue interne gauche et que ça descendait tout droit, c'était une possibilité, c'était une veine cave supérieure gauche. Et puis quand ce même patient dont je vous ai montré le transthoracique, le transœso, en transthoracique, l'image derrière l'oreillette gauche, là c'est une coupe parasternale grand axe, on a l'oreillette gauche qui est ici, et vous avez le sinus coronaire qui est Maus costaud, qui est complètement dilaté. Ça c'est un signe, faut surtout pas se tromper, c'est un signe très, très en faveur d'une persistance de veine cave supérieure gauche. Vous avez l'aorte thoracique descendante qui est ici, et là encore c'est à savoir, quand vous avez un anévrisme de l'aorte
thoracique descendante, ça peut donner des pseudo-images de compression de l'oreillette gauche. Hein, c'est pas une tamponnade localisée, c'est simplement, là dans ces cas-là, c'est pas une variation anatomique, c'est juste une pathologie. Donc voilà, un exemple du fait que, bien entendu, on a souvent des réponses très très rapides et très très simples en échographie transœso, mais de temps en temps, eh ben, on a des anomalies, ce qui prouve que là, ce n'est que le travail qui compte et l'accumulation des images échographiques. Alors, on va changer de registre. C'est un patient de 80 ans, hypertendu, au bloc opératoire pour une péritonite, et qui est septique, il est hypotendu, donc il est mis sous adrénaline par le collègue qui était en charge du patient. Et malgré l'adrénaline IVSE, là encore, ça remonte à un certain nombre d'années, il n'y avait pas d'amélioration. Et donc, le collègue met la sonde d'échographie. Alors, j'ai hésité à passer des clips, mais je m'aperçois que finalement, ça passait très très bien, c'est pas grave. Vous avez l'image ici en diastole, vous avez l'image ici en systole. On se retrouve de nouveau avec un patient qui a une hypertrophie ventriculaire gauche secondaire à l'hypertension artérielle, certainement une très bonne fonction systolique, il est sous adrénaline, ça y a pas de problème, il y a une fraction de raccourcissement de surface qui est excellente, mais malgré ça, il manque certainement de remplissage peut-être, mais surtout, comme il s'améliore pas sous remplissage et catécholamine, il y a sûrement un autre problème qui n'est pas donné dans l'hémodynamique standard, et puis sur cette coupe-là, on voit pas très bien. Alors le collègue est allé un petit peu plus loin et a voulu mesurer l'ITV, on en reparlera, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il est allé s'aligner sur la chambre de chasse du ventricule gauche et voilà ce qu'il a obtenu. Alors là, on est en Doppler continu, on cherchait pas à faire de l'ITV là pour l'instant, et voilà ce qu'il a comme enveloppe. Est-ce que, pour vous, c'est une enveloppe normale avec un pic de vélocité qui est aux alentours de 4 mètres? Donc il y a une accélération, pour faire vite, là on est en préprandial, l'accélération normale c'est aux alentours le pic de vélocité c'est aux alentours de 1 mètre seconde, là on est 4 fois supérieur, donc clairement s'il y a une accélération c'est qu'il y a un obstacle, et d'ailleurs en transœso on voyait bien que l'obstacle n'était pas localisé sur la valve aortique, mais qu'il était localisé dans la chambre de chasse du VG. C'est un malade qui avait une hypertrophie ventriculaire gauche, qui était en hypovolémie, qui avait été mis sous bêta+, à l'aveugle, entre guillemets, par le collègue. Et vous avez l'accélération qu'on appelle en lame de sabre, qui est complètement pathologique et qui est pathognomonique d'un obstacle intra-VG, d'accord, dont seule l'échographie peut faire le diagnostic. L'hémodynamique standard, quel que soit le monitorage que vous utilisez, ne peut absolument pas faire ce genre de diagnostic. Et en jaune, on a rajouté l'enveloppe de la courbe de vélocité que vous auriez eu si vous aviez eu une sténose aortique. Hein. C'est pas du tout le même genre de courbe de vélocité. Là, vous avez un aspect en doigt de gant, d'accord. Donc là, clairement, quand vous avez ce genre de choses qui est très facile à obtenir quand vous êtes dans la chambre de chasse, vous mettez une ligne de tir continue, et bien quand vous avez un aspect en lame de sabre, c'est que vous avez à ce moment-là un obstacle intra-VG. Ce obstacle intra-VG, il est bien décrit chez tous les malades qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche. Le bourrelet septal, qui peut ne pas être obstructif de base, peut le devenir dans toutes les conditions hémodynamiques délétères, et surtout si vous avez en plus un aspect d'attraction systolique du feuillet antérieur, et bien dans ces cas-là, vous avez à la fois un obstacle à l'éjection et en plus une insuffisance mitrale qui peut être majeure dans ces cas-là. Donc le principe très simple, et ça sont des choses qu'on a appris à connaître en échographie, c'est que toute hypertrophie ventriculaire gauche de base sur l'écho préopératoire peut, dans certaines conditions hémodynamiques, peut entraîner un obstacle intra-VG, et ça, seule l'échographie est capable de faire le diagnostic. Donc on a le droit de remplir à l'aveugle on a le droit de remplir à l'aveugle. On peut être amené à remplir un tout petit peu, éventuellement mettre devant une dégradation des catécholamines s'il n'y a pas une amélioration instantanée et rapide, et dans ce cas-là, il faut impérativement avoir de l'échographie pour faire de l'imagerie. Donc, si vous avez une fréquence cardiaque élevée, une hypovolémie, une vasodilatation et un inotropisme élevé, dans ces cas-là, vous avez un risque d'obstacle intra-VG. Et bien entendu, seule l'échographie permet de passer de noir à blanc en termes de thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va arrêter les inotropes, on va remplir, on va mettre des vasoconstricteurs et éventuellement, chez quelques cas caricaturaux, on va mettre des bêta-bloquants. Alors, encore quelques exemples, et je pense que je finirai là-dessus. Un patient de 55 ans qui avait une DPC par Célio pour un néo du pancréas,
qui, en post-opératoire, là on n'est plus en péropératoire, donc je vais vous montrer une image de transthoracique qui permet là encore de montrer que très rapidement on a la réponse à la question de pourquoi le patient se dégrade. Brutalement, hypotension, désaturation, tachycardie. Il avait un cathé central, donc l'infirmière, quand elle appelle le réanimateur, signale que la PVC est augmentée. La première chose qui a été faite a été bien sûr, en plus de l'examen, une échographie transthoracique. Je vous laisse regarder ici, c'est une coupe parasternale petit axe. Vous avez le ventricule droit qui est figuré donc devant, le ventricule gauche, là on est en diastole, et en systole, vous avez un écrasement du ventricule gauche. Donc on observe deux choses, une dilatation aiguë du ventricule droit, avec un septum paradoxal. On a donc une surcharge droite, une surcharge VD aiguë, et en fait le patient, bien évidemment, faisait une embolie pulmonaire. Les diagnostics pulmonaires avaient été éliminés très rapidement. L'échographie permet au lit du malade, dans ces cas-là, en transthoracique déjà, de visualiser la surcharge VD. Si vous êtes en transœsophagien, vous pouvez aller vérifier le tronc de la paix et l'artère pulmonaire droite, et de, quelquefois, chez les malades les plus graves, commencer un traitement adapté, d'accord, tout de suite, pour une fois que vous avez le diagnostic de surcharge ventriculaire droite aiguë dans ces cas-là. Bien entendu, là encore, les autres moyens de monitorage, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure dans la discussion, ça va être simplement des warnings très bien, qui vont permettre instantanément de signaler que le patient se dégrade, mais c'est pas eux qui vont faire un diagnostic étiologique. Alors, ça on en a parlé tout à l'heure déjà, hein. L'échographie, c'est pas uniquement l'imagerie et les différents diagnostics que je vous ai montrés. On peut faire de l'hémodynamique, mais là je vais pas du tout rentrer dans les détails. On peut de façon très simple en transœsophagien monitorer l'équivalent, enfin mesurer et ensuite remesurer, donc éventuellement monitorer un équivalent du volume d'éjection systolique qu'on appelle l'intégrale temps-vitesse. C'est facile à faire, il faut avoir simplement des bonnes conditions. Là on voit bien qu'on est en Doppler pulsé et qu'on a bien l'enveloppe dont parlait tout à l'heure Laurent Muller avec un aspect qui là est valide. C'est vrai que l'intelligence artificielle va nous aider dans les cas difficiles dans les années à venir, puisqu'on pourra s'assurer qu'on fait bien la mesure au bon endroit de l'intégrale temps-vitesse. On a des aspects, bien sûr, sur la cinétique ventriculaire gauche, globale, à gauche, où on a, dans ces cas-là, une dysfonction VG systolique majeure. Ici, une dysfonction systolique segmentaire qui permet, quand elle apparaît en péropératoire ou en post-opératoire, de conforter avec l'électrocardiogramme, d'aller vers un problème coronarien sur un gros tronc. Donc là encore, des éléments instantanés qui permettent de faire avancer la prise en charge des patients. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il s'agissait de cas cliniques, et puis ça a été très très bien exposé tout à l'heure, hein, mais à toutes ces lignes de l'évaluation hémodynamique, on peut répondre avec un peu d'expérience en ETT et en ETO, que ce soit la prédiction du remplissage, l'appréciation des pressions de remplissage, les pressions pulmonaires également, c'est fondamental aussi, la mesure donc du volume d'éjection par l'intégrale temps-vitesse, l'appréciation des fonctions systoliques, diastoliques et la fonction systolique du VD, et puis bien entendu, ce que ne fait pas aucun élément de monitorage à l'heure actuelle au lit du malade, que ce soit en réa, en salle de réveil ou au bloc opératoire, c'est les différents diagnostics. Donc je vous ai montré quelques exemples, mais on aurait pu faire, bien entendu, beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Voilà, et je pense qu'on n'avait pas du tout, on s'était pas concerté avec les deux précédents Laurent qui ont fait de l'hémodynamique et du poumon, mais clairement, il faut avoir des choses simples en tête. La machine va nous aider et nous aidera encore plus avec le développement d'un certain nombre de logiciels à l'heure actuelle pour faire des mesures de plus en plus fiables et notamment chez les malades difficiles. On a déjà beaucoup gagné en imagerie. Je vous ai souvent montré des images assez anciennes. À l'heure actuelle, on a accès à des échographes qui certes coûtent plus cher mais nous donnent des éléments qui sont encore beaucoup plus fiables. Donc nous restons simples, connaissons la pathologie, les algorithmes vont nous aider quand ils seront validés. Il faut aussi connaître les variations anatomiques, je vous en ai montré une, mais c'est valable également pour l'ALR. Faut avoir de l'expérience, faut répéter les gestes, et les choses compliquées, faut les laisser pour la machine. Je vous remercie.